La drogue en milieu scolaire, une réalité déconcertante, un phénomène en recrudescence. En 2020, plus de 200 élèves ont été interpellés dans les fumoirs et les écoles, selon la direction de la police des stupéfiants et des drogues. Mais finalement, qu'est-ce qui explique ces tendances à la hausse? Quelles conséquences sur les jeunes concernés? Et puis surtout, quelles pistes de solutions, surtout pour ceux qui sombrent dans la dépendance? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans ce tout nouveau numéro des Femmes d'ici sur NCI. Surtout, restez avec nous, ça commence tout de suite. Bonjour et bienvenue sur le plateau des Femmes d'ici, votre rendez-vous 100% féminin et 100% franc-parler sur NCI. Bonjour les filles, comment ça va? Ça va très bien, merci. Ça va très, très Il y a beaucoup de jaunes sur ce plateau, non? Je me trompe pas? Des tons jaunes Ça marron. domine partout. C'est vrai. Jaune et marron, oui. C'est-à-dire que moi, il fallait même mettre une ceinture jaune, même. Je sais pas, Je sais pas à quoi ça passé. sert, Pour le mais coup, il fallait vraiment, un petit jaune sur moi voilà. quand même. On s'est passé le mot, je sais pas ce que C'est bizarre. quoi qu'il en soit. C'est ça. Aurélie, ça va? Ça va. Un peu fatiguée aujourd'hui. Ouais, je sais, ça va. se voit. Mais Ça va ça va passer. Le sujet est tellement chic aujourd'hui que ça va te réveiller tout de suite. C'est intéressant en tout C'est cas. intéressant, voilà, c'est ça. Dis-nous. Alors Dis-nous tout. aujourd'hui, franchement, on parle de la drogue en milieu scolaire. C'est-à-dire que pour moi, c'est l'une des plus grosses peurs de tout parent, quoi. Déjà, tu prends ta grossesse, tu es fatigué, tu souffres. Tu vas mettre ton enfant au monde, tu souffres. Tu te fatigues pour l'éduquer, pour qu'il ait une bonne éducation, il soit bien socialement et tout. Et puis, il va aller à l'école et des gens vont lui montrer ou bien lui présenter la drogue, ils vont l'attirer en fait, et puis il va être indépendant de la drogue. Donc, à votre avis, qu'est-ce qui explique la consommation des drogues à l'école? Honnêtement, je pense que c'est très difficile de répondre quand on n'est pas expert, n'est-ce pas? Enfin, les causes, à mon avis, elles sont multiples. Mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, les chiffres parlent d'eux-mêmes, ils sont édifiants. Le phénomène s'aggrave, en fait. C'est de plus en plus fréquent, c'est de plus en plus répandu. Et je pense dans la plupart des écoles, à Abidjan, mais pas qu'à Abidjan, dans le reste du pays. Ouais. Et je pense dans d'autres pays de la sous-région et du continent africain. Donc, c'est un réel problème. Et j'aimerais vraiment Comprendre, en fait. Comprendre, moi aussi, c'est quoi Après, les causes de ça. Et puis, pourquoi, en fait, finalement, maintenant, les dealers vont dans les écoles parce que c'est vraiment un marché pour eux. Franchement. Un marché qui fonctionne. Après, il faut dire que c'est aussi une question de fréquentation. Hein. Malheureusement, on ne maîtrise pas toujours, malgré tout ce qu'on peut donner comme conseil Comme éducation. aux enfants. Quand ils vont arriver, ils vont se retrouver dans un environnement où son ami va lui dire « Oui, c'est fun, il faut que tu essayes, sinon t'es machin, t'es has-been, entre ringard. guillemets, etc. » Donc forcément que ça peut souvent emmener les enfants à virer vers ce Ouais, genre la de pression. choses. Mais comment réussir à leur faire comprendre que voilà, c'est dangereux et que ça ne se fait pas, c'est le but de l'émission, je pense, aujourd'hui, n'est-ce pas? Au-delà de tout ça, en fait, le problème, c'est qu'un enfant qui prend de la drogue, quand tu le vois, tu n'en as aucune idée. Ouais. Donc, tu ne peux absolument pas savoir, même si tu connais les fréquentations de ton enfant, tu ne sais pas qui parmi est consommateur de drogue. En plus de ça, moi, pour avoir fait l'internat, c'est un facteur de rassemblement. Les gens qui se droguent ensemble. C'est un cercle social. C'est ça. Donc, quand tu vas appartenir à un cercle social, si c'est ça la condition, tu t'y mets. Et surtout, si tu as un enfant qui est fragilisé, peut-être qui n'a pas confiance en lui et tout ça, c'est facile d'appâter ce genre d'enfant-là. Donc, c'est vraiment de travailler sur la confiance des enfants, de pouvoir dire non, ça c'est interdit pour moi et c'est interdit, point final. Sinon, la tentation, elle est grande et puis c'est accessible. C'est pas comme si c'était hyper cher. Tout le monde peut se fournir en drogue aujourd'hui. Donc, Franchement, moi, je suis d'accord avec vous, mais je n'ai pas de mots. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui peut expliquer ça. Parce que tu peux contrôler les fréquentations de tes enfants, mais le problème, c'est que l'enfant même qui fréquente ton fils, là, ou bien ta fille, lui-même, ses parents ne savent pas qu'il se drogue. Exactement. C'est ça, en fait. Donc, pour ses parents, ce n'est pas une mauvaise fréquentation, c'est une bonne fréquentation. Donc, c'est difficile. Et je suis même pas sûre que tu puisses vraiment Contrôler, les c'est fréquentations ça. de tes enfants. Enfin, C'est difficile. Tu vas leur donner, oui, bien sûr, des lignes directives. Il faut faire ça. Directrice, Mais après, pardon, mais en réalité, ils vont faire ce qu'ils veulent. Il n'y a Et aucun contrôle. comme tu l'as très bien dit, en fait, si jamais ça rassemble et ça te permet d'accéder à un certain groupe, peut-être des gens plus populaires que toi, et si tu es quelqu'un d'influençable, en fait, ça va très vite. Ouais. Quoi. En tout cas, nous, on a posé la question à nos chers téléspectateurs, comme tous les jours. On vous a demandé qu'est-ce qui explique, selon vous, la consommation d'alcool dans le milieu scolaire. Et on écoute certaines de vos réponses. Je considère qu'il y a la meilleure compagnie des enfants entre elles-mêmes. Et il y a ceux qui veulent aller à l'école et il y a ceux qui ne veulent pas aller à l'école.
Et c'est ceux qui n'aiment pas aller à l'école là, c'est eux-mêmes, hein, qui ont un petit réseau qu'on les fournit, puis ils viennent fournir ça aux bons élèves qui sont à l'école. Ils viennent détruire la vie des autres. Pour ceux qui veulent aller à l'école réellement, et comme ils sont faibles d'esprit, ils sont dans un groupe. Quand un prend, l'autre prend et puis allez, c'est parti. Et c'est comme ça, ça arrive dans les établissements. Vraiment, c'est 12 ans. Mais il y a certains parents qui ont démissionné. Il y a certains parents qui ont démissionné, eux-mêmes ne maîtrisent plus les enfants. Donc ils font du n'importe quoi. Bon, pour moi, le fait que les élèves s'adonnent plus à la consommation de stupéfiants, ça vient du fait que les élèves, en principe, les jeunes veulent beaucoup ressembler aux autres. Voilà, quand ils voient des personnes déjà qui sont sous l'effet de la drogue, qui font les choses, qui sortent avec des jeunes filles, aussi veulent ressembler. Donc, du coup, ils ont dans la tendance et c'est néfaste pour la jeunesse. À force de copier, on copie mal. Et c'est ce qui entraîne peut-être des avenirs gâchés, beaucoup de choses. Voilà, donc c'est un peu ça. Le message qui peut passer à la jeunesse, c'est de vraiment se concentrer sur les études parce que c'est la seule voie de réussite possible. Je pense que c'est le manque d'éducation. Parce qu'un enfant qui est bien éduqué à la maison et qui suit vraiment l'éducation que les parents lui ont donnée, ne va pas s'attarder à suivre des amis qui s'adonnent à la drogue, qui s'adonnent aussi aux choses même que la société même rejette. Et puis lui-même, le lendemain, va être rejeté aussi pour la société. Hein. Donc pour moi, c'est un peu ça, quoi. Alors moi, je ne suis pas très d'accord avec le dernier là, qui dit que c'est un problème d'éducation et tout ça. Je pense que vraiment... Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec lui. Voilà, parce que tu éduques ton enfant comme tu peux, quoi. Moi, je me souviens que j'ai eu un ami de la famille dont le fils se droguait, il ne savait même pas. Alors que l'enfant, il est toujours premier à l'école. Hein, c'est ce qu'on appelle même son père pour le féliciter. Alors qu'en fait, c'est le patron des enfants qui se drogue. C'est incroyable. Moi, je te dis. Tu sais ce que je pense? Je pense que c'est peut-être un... comment dire? C'est le mélange des deux. C'est-à-dire que l'éducation va jouer un rôle. Ouais. Après, ça va être la personnalité de Exactement. l'enfant ou du jeune, en réalité. Parce que pour moi, dans mon cas personnel, je sais que l'éducation de mes parents ont joué un rôle dans la façon dont les je me choix. comportais dans mes choix. Par exemple, les gens fumaient, moi je fumais pas parce que j'avais peur. Ouais. Parce que c'était, ah non, chez moi c'est interdit, si je me fais choper. Donc, tu vois, il y avait cette crainte. Mais c'est peut-être aussi le fait qu'on était un peu plus... c'est bien docile, d'être... Bon, après, il y a ceux aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a une certaine partie de la société dont les parents ont forcément un petit peu démissionné ou ont vécu des traumatismes, dont les enfants ont vécu des traumatismes dans leur enfance. Donc la plupart de ceux qui commencent effectivement à se droguer, on va dire, ce sont des personnes aussi qui quelque part ont eu des problèmes dans leur enfance et qui les amènent à pouvoir faire ça. Donc c'est vraiment 2 poids 2 mesures, quoi. Mais comme on dit, on ne peut pas savoir d'où et comment, mais... En fait, c'est un peu compliqué, je pense. C'est compliqué, hein. Bon, les filles, on va accueillir notre invité du jour pour en parler dans le détail et puis qui va sûrement nous aider à trouver justement des réponses. Il s'agit aujourd'hui de Fréjus Zamblé, qui est conseiller éducatif et parental et qui va nous rejoindre tout de suite en plateau. Bonjour Fréjus. Bonjour Monsieur Zamblé. Ouais. Vous allez bien? Super, ça va. Ça va? Ça se passe. Bienvenue sur le plateau des Femmes d'ici. Comment ça va? Oui, ça va super bien. Alors aujourd'hui, on va passer la majeure partie de notre émission avec vous seuls. D'accord. Parce qu'on a beaucoup de questions pour vous. Mais on va parler, bien entendu, des stupéfiants à l'école et tout. Comment est-ce que les enfants ont accès à ça? Et avant juste de vous entendre sur la question, on va regarder ensemble ce reportage de Chèque Bleu qui fait un état des lieux sur la consommation des stupéfiants en milieu scolaire. On regarde. La drogue à l'école, une réalité et un phénomène qui prend des proportions inquiétantes depuis plusieurs années en Côte d'Ivoire. Une enquête d'évaluation de la situation réalisée par l'Office des Nations Unies contre les drogues et le crime en milieu scolaire fait état d'un usage précoce de drogue en milieu scolaire, avec comme conséquence la dégradation des performances scolaires ou encore les ruptures au niveau social et familial. Selon Ismaël Sanogo, psychiatre et addictologue au centre antidrogue de Bassam, le facteur déterminant est très souvent lié à la famille. Il faut dire qu'il y a l'abandon de l'éducation par les parents. Les parents ne surveillent plus les enfants. On laisse les enfants aller à l'école, on ne sait pas quel est leur devenir et tout ça là joue sur le devenir des enfants à l'école. Donc, force est de constater que beaucoup de jeunes qui viennent par exemple en consultation, quand on les interroge, ils notent toujours une carence affective parce que les parents se détachent d'eux. Nous voyons que beaucoup de parents travaillent, le père et la mère travaillent, donc quand ils arrivent le soir à la maison, ils n'ont pas le temps de surveiller le travail des enfants. Dans les écoles et universités, les jeunes se procurent ces substances dans les fumoirs à travers des dealers et revendeurs, eux-mêmes élèves ou étudiants. Scénario plus dangereux,
Certains étudiants achètent des produits psychotropes en pharmacie avec la complicité d'employés ou directement sur les marchés de vente illicite de produits pharmaceutiques. Ils ont une association de produits qu'on appelle, ils mettent dans une bouteille de sucrerie qui diminue de moitié, ils mettent des comprimés dedans, ils mettent la liqueur, ils mettent des médicaments, et puis qu'ils remuent et qu'ils boivent. Et généralement, quand ces enfants-là arrivent, ils sont déjà polytoxicomanes. Et donc, quand c'est comme ça, la prise en charge est beaucoup difficile. Quand ils consomment, les parents ne le savent pas. Et quand les parents le savent, il y a un long temps qui s'est écoulé entre la consommation première jusqu'à ce que les parents le constatent. Et quand c'est comme ça, l'enfant devient addict, il est dépendant et la prise en charge devient difficile. L'usage des substances psychoactives expose à des conséquences néfastes pour la santé et la vie en société. En 2010, la consommation de drogue a causé 99 000 à 253 000 décès dans le monde et ces décès représentaient 0,5 à 1,3% de la mortalité, toutes causes confondues chez les personnes âgées de 15 à 64 ans. Ce qu'on pourrait dire à ces jeunes-là, c'est que le phénomène de la drogue c'est un problème lancinant dans notre région. Et on se rend compte que nous avons besoin, les jeunes constituent la force vive de l'État. Et donc on a besoin de ces jeunes-là pour un apport pour l'État. Mais force est de reconnaître que ces jeunes sont dans la drogue. Donc il est difficile de pouvoir avoir une bonne relève. Donc nous demandons, moi particulièrement, je demande qu'il y ait une sensibilisation au niveau des parents, afin que chaque parent essaie de voir un peu plus l'éducation de son enfant. En 2017, c'est plusieurs élèves de 16 établissements scolaires du district autonome d'Abidjan qui ont été interpellés par la direction du renseignement et de la sécurité de la défense. Alors, Fréjus Zamblé, on l'a entendu, la situation est assez grave. C'est une réalité qui est bien présente. Les choses se sont dégradées ces dernières années? Bien sûr. C'est votre constat? Bien sûr. D'accord. Parce que, comme il a dit dans l'interview, il y a un manque d'informations. Aujourd'hui, ni les enfants ni les parents ne savent ce que c'est exactement la drogue. J'ai pu le constater grâce à une caravane que nous organisons en ce moment, sous l'autorisation de son Excellence l'archevêque, qui nous a demandé de régler ce problème-là chez les paroisses et dans les écoles catholiques de Côte d'Ivoire. Et ce que nous faisons quand nous arrivons dans les écoles ou sur les paroisses avec les jeunes, nous posons la question de savoir, mais qu'est-ce que la drogue? La réponse, elle est alarmante. Et tous vont vous dire que, écoute, la drogue, ce qu'on sait, c'est que ça permet d'être inspiré. C'est la seule information. C'est ça les réponses. C'est la seule information qu'ils ont. Maintenant, si on a cette information-là et qu'on la partage, c'est dire que tout le monde va se mettre, chercher à être inspiré. Ça permet d'être inspiré. Inspiré, c'est la seule, c'est tout ce qu'ils savent. Donc après, il se passe l'information. Donc on a tous besoin d'inspiration, même pour faire cette émission. Voilà, donc voilà, tout le monde ira chercher, mais après, on sait que les résultats, c'est pas forcément ça. Et comment la drogue vient aux enfants? Il y a plusieurs raisons. Là, par exemple, sur ma page officielle, j'avais carrément pris 1 mois pour expliquer cela. La première raison, c'est que notre système même amène des enfants à se droguer. Vous savez, quelqu'un qui fait quelque chose qu'il n'aime pas ou qu'il ne comprend pas, et que derrière, il a la pression de le faire, ce qui va se passer, c'est qu'il va trouver un échappatoire. Vous savez, aujourd'hui, au XXIe siècle, la neuroscience a montré qu'on a plus d'enfants kinesthésiques et visuels. Donc, c'est-à-dire que c'est des enfants pour apprendre, il faut que l'apprentissage soit imagé ou que l'apprentissage soit pratique. Malheureusement, notre système est magistral, il est auditif. Donc, beaucoup d'enfants viennent à l'école, mais ils s'ennuient. Ils sont assis dans les classes, ils ne savent pas ce qu'ils foutent, ils s'ennuient. Mais derrière, les parents lui disent « Non, mais tu ne vaux rien, mais tu n'es pas en train de travailler, on a payé l'école cher, etc. » Alors, ils vont chercher un lieu où se réfugier. Et donc, quand les dealers leur disent, par exemple, que, alors, écoute, quand tu prends ça, bon, tu t'en fous, hein, même si on veut, on peut t'insulter toute la journée, tu t'en fous, il ira se réfugier. Première raison. La deuxième raison, c'est qu'aujourd'hui, l'information donnée qui est que la drogue permet d'être inspiré va amener beaucoup de jeunes à aller toucher à cela. Ouais. Donc, on va chercher l'inspiration parce que peut-être en classe, on est bloqué, on est coincé.
On ne sait pas comment étudier les matières, puisque, encore, entre parenthèses, jusque-là, dans nos programmes éducatifs, il n'y a pas une matière qui apprend nos enfants à étudier. Donc, on va tous se débrouiller. Et donc, tout le monde va chercher l'inspiration. Donc, dehors, on leur dira que, écoutez, si vous prenez la drogue, vous serez inspiré. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est qu'il y a les conflits à la maison. Le cadre familial, il y a ce que nous, on appelle dans notre jargon le cercle d'appartenance et le cercle de sécurité. Alors, un enfant qui aime toujours se trouver dehors, il faut qu'on commence à se poser des questions. Est-ce que la maison est sécurisante? Parce que le truc, c'est que quand je suis dehors et que je suis emmerdé, j'ai des difficultés, le premier réflexe, c'est de rentrer à la maison. Oui. Mais si je ne rentre pas à la maison, cela veut dire qu'il y a un problème. Donc, beaucoup d'enfants fuient comme ça les problèmes et se retrouvent dehors. Mais ça ne répond pas à la question. Ça ne répond pas à la question comment est-ce que la drogue arrive chez les enfants. Alors, comment est-ce la procure à l'école? C'est ça, à l'école. Non, sous différentes formes. D'accord. D'accord. Donc, là, il y a les jus. Les jus? Les jus vendus aux alentours des écoles. Je précise qu'aujourd'hui, les dealers, ce n'est pas 1 million, 2 millions, un coup. Non. On crée la dépendance. Tu me donnes 100 francs chaque jour et je suis bien. Donc, on va mettre ça dans les jus, on va mettre ça dans les pains chiens. Vous connaissez pain chien en bordure de route, là? Pain brochette, dans la poudre, là. La poudre rouge. Vous dites on, c'est-à-dire les dealers, s'entendent avec les vendeurs, les commerçants? D'accord. Okay. Bien sûr. Et donc, ils vont mettre ça dans la poudre rouge, là. On va consommer. Le tout, c'est que l'enfant... Voilà. Quand il est doux comme ça, là. Et quand l'enfant, par exemple, il a un peu sommeil, il mange ça, il se sent éveillé. Il est très heureux d'acheter ça régulièrement. Ouais. D'accord. Et après, les bénéfices, c'est entre le dealer, le vendeur... Voilà, franchement. Ils s'arrangent, ok. Est-ce que les filles sont aussi touchées que les garçons? Tout le monde. Tout le monde est touché. Forcément. Tout le monde est touché parce que tout le monde consomme. Tout le monde veut être inspiré. Voilà, tout le monde veut être inspiré, tout le monde a les mêmes problèmes d'apprentissage, tout le monde manque d'affection familiale, etc. Mais quels sont les premiers signes qui peuvent alerter un parent, par exemple, sur la consommation, sur la possible consommation de stupéfiants? D'accord. Déjà, le premier indice que nous regardons, c'est l'école, les notes, les résultats. Est-ce que l'enfant il est absent? Ce qui me fait mal souvent, c'est que les écoles appellent les parents pour leur dire, écoute, ton enfant, il a 10 heures d'absence, et puis on ne réagit pas. Ouais. On ne sait pas où il est. Qu'est-ce qu'il fait? Donc ça n'intéresse personne. Ou bien l'enfant se met tout d'un coup à tout le temps colérique. Ouais. C'est un signe. Parce que s'il en manque, c'est normal que tout ce qu'on lui dit l'énerve. La baisse des résultats, ça c'est inédit. Il faut déjà regarder. S'il a commencé l'année, il a bien démarré et qu'à un moment, on se rend compte que les choses sont en train de diminuer, il faut s'interroger sur la question. Où il dort beaucoup. Tout d'un coup, il se met à dormir beaucoup. Ça aussi, il faut vérifier. Donc, il y a plusieurs signes. Maintenant, si on n'arrive pas à identifier, on peut faire appel à quelqu'un qui s'y connaît, qui va nous aider à identifier. Vous voulez dire quand on ne voit rien de spécial chez l'enfant, la mesure préventive, c'est de faire intervenir quelqu'un? Voilà, de faire intervenir quelqu'un pour que lui aussi... Bon. Et puis même l'école, généralement, l'école peut nous donner... signaler quelque chose. Parce que si on parle régulièrement avec les enseignants, les éducateurs, ils connaissent généralement des petits groupes dans lesquels il a commencé à marcher avec. Ça peut déjà nous interpeller pour voir est-ce qu'il y a quelque chose à faire. Aujourd'hui, on estime... Tout à l'heure, avant le début de l'émission, vous avez dit qu'il y avait... tous les établissements, plus ou moins, étaient concernés. On a combien de pourcentage? Je sais que dans 2 ans, on était à 93%. 93% des établissements. Donc ça, c'est le primaire, c'est le secondaire. Le primaire? Oui, le primaire. Le primaire. Dites-moi la classe d'un élève qui a minimum où vous avez dû intervenir. Le problème avec le primaire, c'est pas que l'enfant décide de se droguer. C'est pas qu'il décide de se droguer. C'est déjà, ça se trouve déjà dans la nourriture qui est vendue aux alentours des écoles. Il faut bien expliquer ça. Il faut juste... faut bien expliquer cette partie-là. En fait, les vendeurs mettent les vendeurs sans qu'eux-mêmes ils soient informés qu'ils... Très bien. Donc, ils deviennent consommateurs sans le vouloir. Passif, et souvent, quand les enfants disent « Ah, mais le pain de la tante, là, c'est doux, hein, il faut goûter ça !» Point d'interrogation. Point d'interrogation. Il faut voir. Il faut voir. D'accord. Donc, il y a des consommateurs passifs. Et il y a ceux qui vont vers... Et après, il y a peut-être les adolescents ou les plus âgés qui, eux, vont aller eux-mêmes chercher l'inspiration. Très bien. Y a-t-il une différence entre les pôles urbains, Abidjan par exemple, et les zones rurales dans le pays?
Pour répondre à cette question, je vais prendre des exemples simples. Donc, il y avait un enfant à Abidjan ici qui vraiment était vraiment parti dans la drogue. Et les parents ont décidé comme ça de le faire partir à l'intérieur. Mais ils ont remarqué que quand il est allé à l'intérieur, la situation est devenue plus grave, c'est aggravé. Parce que là-bas, le cannabis, par exemple, est disponible. Donc, ce sont les plantes. Si tu ne connais pas, tu ne peux pas reconnaître. Si c'est planté partout, et les jeunes, à l'intérieur, vous le savez, généralement, on aime s'y retrouver, voilà, dans les forêts, voilà, dans les cabarets, etc. Et ça, donc, je vais dire, aujourd'hui, la ville, l'intérieur, c'est carrément le même niveau. Et pour revenir aux consommateurs actifs, hein, on voyait dans ce reportage justement qu'il y a certains médicaments que les enfants se procurent dans les pharmacies, etc. Est-ce qu'il ne faut pas aussi pointer du doigt les pharmacies qui autorisent aujourd'hui, ou pas qui autorisent, mais qui vendent des médicaments à des mineurs qui viennent... Est-ce que les pharmacies aussi ne sont pas responsables, quelque part? Tout le monde est responsable. Vous savez, aujourd'hui, je pense que les pharmaciens sont en train de faire le maximum pour éviter de faire quand même sortir ces genres de médicaments. Mais aujourd'hui, il y a une autre forme de drogue qui est en train de se développer. On n'a pas besoin de pharmacie pour cela. Les spécialistes disaient tout à l'heure dans l'interview qu'eux-mêmes, ils fabriquent. D'accord? Donc, on a des sucreries, des boissons dont on peut faire le mélange. Voilà, on a des médicaments aussi qui ne sont pas sur ordonnance. Oui. Par exemple, les médicaments de tout. Les médicaments de tout néocodion, c'est pas sur ordonnance. D'accord? L'enfant, il achète ça, il met dans des Sprites, il met du chewing-gum, il mélange, ça fait de la drogue. Ah bon? Il y a aussi des drogues de fortune comme la colle, non? Oui, la colle. Oui. Je sais que ça se faisait avant. Voilà, Je veux dire, comment ils arrivent à être aussi intelligents pour savoir que tel mélange et tel mélange, ça fait de la drogue? Quand tu en manques, tu travailles. Tu travailles. Oui, mais Il faut dire aussi que les réseaux déjà sociaux dans le cycle de la... participent également. Voilà. Les réseaux sociaux, YouTube, où aujourd'hui on tape un truc, comment fabriquer ça, ben, finalement, Est-ce qu'on peut rattraper le coup et jusqu'à quelle période on peut vraiment rattraper le coup si un enfant se drogue et tout, et puis après on peut lui faire arrêter? Déjà, il faut identifier. Il faut identifier que l'enfant se drogue. Aujourd'hui, le plus gros défi des spécialistes, c'est qu'on veut que les enfants reconnaissent qu'ils se droguent. On sait combien de temps ces genres d'entretien-là durent. Tu peux taper carrément 2-3 heures. Et aujourd'hui, la vérité, c'est que les enfants qui touchent à la drogue, eux-mêmes, ils sont carrément désolés. Souvent, on a l'impression qu'ils ne veulent pas en sortir. Parce qu'ils nient carrément qu'ils le prennent. Mais la vérité, c'est qu'il n'est pas très sûr qu'on puisse l'aider. Ça, c'est un. Et de deux, il a peur d'être jugé. Donc, aujourd'hui, ce que nous faisons, nous les rassurons qu'effectivement, tu es tombé dans la drogue, c'est pas grave. Peut-être que tu ne savais pas. D'accord? Mais voici aussi les conséquences. Les conséquences réelles. Parce que, par exemple, ceux qui disent que pour être inspirés, ils constatent qu'ils ne sont pas véritablement inspirés. Donc, déjà, il faut leur expliquer ça. De deux, il y a le manque aussi d'objectifs. Vous savez, quelqu'un qui a un objectif, si on vous dit que vous devez marcher d'ici à Yopougon, vous allez prendre quelques dispositions pour vous maintenir en bonne santé. Parce que vous connaissez la distance. Mais beaucoup d'enfants aujourd'hui n'ont pas d'objectif. Donc, du coup, ils ont l'impression qu'ils peuvent se permettre de faire certaines choses et puis après rattraper. Vous voyez? Donc, quand on élabore, par exemple, le projet professionnel avec eux, ils comprennent que, attention, je vais être très loin. Donc, en ce moment, ils commencent à se poser la question de savoir, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Et dans qu'est-ce qu'il faut faire, il y a un élément. Donc, par exemple, il doit arrêter, par exemple, la consommation. Mais c'est sûr qu'il a tenté plusieurs fois, il n'a pas pu. Donc, en ce moment, il faut carrément un suivi, il faut être avec l'enfant pour véritablement l'aider. Avec l'enfant et les parents. Voilà, justement, donc, j'allais revenir. On ne fait jamais de désintoxication sans les parents. Ça ne marchera pas. Alors, moi, j'ai envie de revenir un petit peu en arrière. Pardon, excuse-moi, Lidja. Vous avez parlé tout à l'heure des zones, enfin, de l'intérieur du pays où la consommation de cannabis est assez importante. Est-ce que pour vous, il y a une distinction à faire entre les drogues dures qu'on peut se procurer, par exemple, dans les pharmacies, ou du moins qui peuvent être des dérivés de médicaments, et cette consommation de plantes, finalement, qui se fait ailleurs et qui est peut-être moins dangereuse selon certaines acceptations internationales? Les deux types créent ce qu'on appelle l'addiction. C'est pareil. D'accord. C'est l'addiction qui est vraiment ça le problème. Parce qu'une fois qu'on est addict, on va avoir le même comportement pour pouvoir rentrer en possession de ce qui nous stimule lorsqu'il n'y en a pas. D'accord. Donc, c'est carrément idem. Et vous observez le même type de conséquences sur les jeunes quand ils consomment du cannabis que quand ils consomment...
Oui, il y a des drogues qui sont plus rapides, hein, cocaïne, tout ça, qui sont plus rapides. Il y en a aussi qui t'apaisent, d'accord? Parce que moi, je sais que le cannabis, par exemple, les enfants qui sont très bruyants, dont les parents se plaignent, etc., généralement, ils prennent pour se calmer. Donc, on a eu plein en entretien qui disent que, écoute, à la maison, tout le monde se plaint de moi. Et là, comment je fume un peu, je reste calme. D'accord. Donc là, en ce moment, c'est au fur et à mesure que sa santé va se dégrader. Par contre, il y en a d'autres qui sont vraiment très rapides. Alors, moi, je voulais revenir un peu sur le rôle des parents. Vous avez parlé tout à l'heure de projets professionnels par rapport aux enfants. Ça, c'est pas à un spécialiste de le faire. C'est à la maison qu'on on voit avec son enfant qu'est-ce que toi tu veux faire, qu'est-ce que tu as envie de devenir et qu'on l'oriente. Donc, est-ce que les parents n'ont pas un peu démissionné, comme on l'a entendu d'ailleurs? Souvent, quand on dit démissionner, ça me fait un peu mal. C'est un peu trop dur parce que quand on dit démissionner, c'est dire qu'on ne veut pas. Non, c'est démissionner parce qu'ils ne sont pas présents. Oui. Moi, c'est pas exprès, ça. en fait. Ils ne font pas exprès, justement. Très bien. Oui. Donc, quand on dit démissionner, c'est dire qu'on n'aime pas son enfant. Il n'y a pas un parent qui déteste son enfant. Mais ce qui s'est passé, puisque je vous ai dit en introduction, je fais du coaching parental, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, les parents ont replié. Pas parce qu'ils veulent replier, mais parce qu'ils sont dépassés par ce qu'ils voient aujourd'hui dans la société. Ils sont impuissants, donc ils reculent en fait. Mais quand on dit démissionner, c'est dire un peu quelque part, ils n'ont pas aimé leurs enfants. Et aujourd'hui, on a des enfants du 21e siècle qui sont différents des enfants du 20e, etc. Aujourd'hui, on a la démocratisation de l'information. Oui. Un enfant, avec 50 francs, paf, il a l'information. Mais peut-être, nous, à notre époque, le parent pouvait décider de te donner une information lorsque tu auras 16 ans. Oui. Et c'est pas possible d'entendre cette information-là ailleurs. Donc aujourd'hui, les parents eux-mêmes sont dépassés. Ils pensent que les parents, aujourd'hui, leur rôle dans l'éducation de leurs enfants, c'est eux-mêmes se faire former d'abord. Parce qu'on apprend à être parent. Fréjus, on va continuer à discuter de tout ça, hein, surtout, je ne vous coupe pas, mais on va falloir qu'on parte en pub. On se retrouve dans quelques instants, surtout ne bougez pas. À tout de suite. Bienvenue si vous nous rejoignez, vous êtes sur NCI dans votre émission préférée Les Femmes d'ici. Aujourd'hui, on parle de la consommation des stupéfiants en milieu scolaire et nous sommes avec Fréjus Zamblé, il est conseiller parental. Et juste avant de partir en pub, on était vraiment... on était pendus à vos lèvres. Exactement. Comme ça parce que vous nous donnez des informations. Et je veux revenir sur le rôle des parents dans tout ça. On disait entre nous avant que vous n'arriviez sur le plateau qu'il fallait surveiller les fréquentations de ses enfants et tout ça. Est-ce que vous pensez qu'un parent peut réellement surveiller les fréquentations de ses enfants? Surveiller, c'est trop dire. C'est un peu comme on a une caméra sur l'enfant qui retrace toute sa journée, etc. Et c'est pas évident parce que la vérité, c'est qu'on n'a pas le temps de le faire. Mais moi, je vais plutôt dire qu'avoir une communication de qualité avec son enfant. Vous savez, aujourd'hui, on a tous des amis, des potes. Quand ça ne va pas, c'est lui que tu appelles immédiatement. Je pense que ça doit être comme ça avec nos enfants. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé de démocratisation de l'information. Les enfants, ils sont bombardés sur Internet. Bon, le problème, c'est que sur Internet, tout n'est pas net. Ils sont bombardés dehors dans la société. Aujourd'hui, l'éducation d'un enfant ne concerne plus la société. Avant, tu agis mal dans la rue, quelqu'un il te prend, il te chicote, tout le monde te chicote, et ton père, quand il vient, il te chicote. Mais aujourd'hui, tu essaies ça, tu es en prison, direct. Donc, on a ce problème. Donc, l'éducation d'un enfant aujourd'hui ne concerne personne. Si c'est pas papa, maman, on s'en fout. Donc, l'idée ici, c'est d'avoir cette communication de qualité avec lui. Quand on parle avec lui, cela va lui permettre de nous faire les retours de ce qu'il entend, de ce qu'il voit, vers quoi il est porté. Maintenant, nous, en tant que parents, comme nous sommes, nous avons l'expérience, nous voyons un peu plus loin. Notre boulot, ça sera donc de recadrer. Est-ce que ce qu'il a entendu là, c'est vrai? Là, par exemple, moi, j'ai un programme de parents sur 2 mois. Et je disais, par exemple, lors de mes formations, que, écoutez, si vous ne parlez pas avec vos enfants, ce qui va se passer, c'est que d'ailleurs, ils seront bombardés par des informations et ils vont accepter ça comme vrai. Et il y a une qui allait essayer ça avec sa fille de 8 ans. Et puis elle lui dit, mais maman, tu sais, là, je suis dans un petit groupe là, mais ça se passe très bien, nous sommes très heureuses. Tu vois, à 14 ans, j'avais déjà fait mon premier enfant comme ça, tu vois. Il y a le temps après, tu vois, voilà, voilà, je vais grandir avec mon enfant, etc.
Vous voyez, donc c'est la même chose avec la drogue. L'enfant, il est bombardé, on lui fait des propositions, il entend certaines choses, par exemple, être inspiré. Si le parent, il entend ça, il pourra lui donner une réponse assez... Le problème, c'est pas aussi le fait qu'il y a un tabou autour de plein de conversations qui concernent les jeunes, que ce soit la sexualité, la drogue, l'alcool. Les parents ont tendance à ne pas en parler parce qu'ils ont peur justement qu'en parlant, ça donne carte blanche à leurs enfants. Alors, est-ce qu'il ne faut pas justement rééduquer les parents, leur faire comprendre que parler de ces choses-là, ça ne veut pas dire autoriser, mais ça veut juste dire donner toutes les informations et les outils en main aux jeunes pour qu'ils comprennent les risques, en fait. Très bien. Alors, apprendre à apprendre, ça s'apprend. Vous savez, donc... Et être parent aujourd'hui, c'est prouver que c'est le métier le plus difficile. Parce que là, c'est carrément du management, de la gestion des ressources humaines, etc. En même temps, la comptabilité, etc. Mais il n'y a pas d'école pour être parent. Aujourd'hui, la plupart des parents que nous recevons dans le cadre de notre coaching parental, ils sont coincés. Ils se sentent diminués. Souvent, il y a un parent qui m'a dit, bon, en fait, quand je viens te voir, Fréjus d'emblée, j'ai l'impression que tu vas m'apprendre à être parent. Et là, moi, ça me dérange. Je lui ai dit non. En fait, l'idée, c'est qu'il y a des choses que tu ne sais pas. Tu fais déjà très bien, d'accord? Mais il y a des choses que tu ne sais pas et qu'il faut mettre à jour. Et en réalité, ce n'est pas pour reprendre ton éducation parentale, mais c'est pour faire juste des ajustements. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les parents doivent pouvoir se dire d'abord qu'on est au XXIe siècle, il faut déjà accepter ça. Qu'on est au XXIe siècle, qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, et qu'il y a certaines de nos méthodes qui ne marchent plus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme j'ai dit, aujourd'hui, on parle de démocratisation de l'information. Ça, c'est primordial dans mes coachings. Quand tu comprends ça, tu comprends aussi que nos enfants connaissent plus que nous-mêmes. La preuve, quand vous leur donnez leur téléphone, votre téléphone. La preuve que nous, mais déjà, on pensait qu'on connaissait plus que nos parents. Aujourd'hui, ils sont super rapides, ils sont super brillants, ils ont toute l'information. Donc, après, il faut avoir cette humilité-là. D'accord, de reconnaître qu'ils savent et que nous, derrière, nous sommes en train de faire des ajustements. Alors, on en parlait de plusieurs facteurs, notamment des facteurs externes, des facteurs de la famille, etc. Mais est-ce que quelque part, il n'y a pas aussi un facteur génétique, souvent? Pour la drogue, non, je ne pense pas. Non. Pensez pas? Non. Là, je ne sais pas. Mais je ne pense pas aussi. Mais quand, par exemple, une maman toxico, l'enfant naît parfois dépendant déjà à la drogue. Est-ce que ça ne peut pas lui donner l'envie, à 12 ans, 13 ans de... Peut-être. Moi, je pense que l'environnement va conditionner ça quand même, en tout cas. Mais qu'est-ce qui rend ce phénomène finalement si présent dans nos sociétés et surtout à l'école? Alors, j'ai parlé de ça tout à l'heure, le manque d'information. On ne sait pas jusque-là ce que c'est. Je dis, moi, j'ai démarré ma caravane la semaine passée, donc j'ai 3 mois pour sillonner toutes les paroisses d'Abidjan. Mais c'est la même réponse. Qu'est-ce que la drogue? Ça nous permet d'être inspirés. On a appris que ça permet d'être inspirés. Les parents... Choquée par cette réponse. Oui, mais c'est grave. Vous savez, je n'ai pas dit l'université. On a été appelé justement pour cette affaire de drogue. Et je disais au président de l'université que, écoutez, vous savez, on va faire la formation à 3 niveaux. On va faire la sensibilisation au niveau des enseignants. Donc, tous les enseignants, c'est des professeurs d'université, attention. On va faire cette sensibilisation avec eux. Ensuite, on va faire la sensibilisation avec les étudiants. Et puis, on va faire la sensibilisation avec les parents. 3 niveaux. Mais, cher président, le problème, c'est qu'ils ne savent pas ce que c'est la drogue. Donc, le thème de la formation, ça sera la vérité sur la drogue. Très bien. D'accord. Il dit, mais écoutez, M. Zamblé, c'est du n'importe quoi. C'est des licences, c'est des masters. Ils savent. Ils sont censés savoir. Je dis, OK, magnifique. On ne va pas faire de débat là-dessus. La formation arrive, on cale, 3500 étudiants en amphi. Je pose la question, qu'est-ce que la drogue? Ah ouais, nous, on pense que, on dit que ça permet d'être inspiré, ça permet de faire disparaître les problèmes, ça permet de rester cool, ça permet de rester dans son coin. Ils ne savent pas. Il a attrapé sa tête, quoi, et puis il m'a regardé, simplement, il m'a dit, OK, je pense que c'est une bonne formation. Donc, du coup, aujourd'hui, les écoles sont un peu impuissantes aussi face à ça. Un peu impuissantes parce que, voilà, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas comment ça arrive. Et puis après, comme je l'ai dit au début, il y a plusieurs choses qui font qu'aujourd'hui, les enfants sont portés vers. Oui. Donc, l'idée, c'est de voir déjà, est-ce qu'on peut faire ces reconditionnements-là en menant les élèves à s'engager dans l'apprentissage, à définir les objectifs. Je pense que ça, déjà, les écoles peuvent le faire. Oui. Voilà, derrière, pour que chaque enfant soit engagé dans son apprentissage. Il faut une réforme, en fait. Quand j'étais au lycée, on avait une cellule d'écoute dans notre école. Ce n'était pas des psys, mais c'était des personnes qui étaient là pour écouter les problèmes des sociaux et tout. Et je pense que ça peut être bien
pour permettre aux jeunes de pas... Parfois, on a juste besoin de se faire écouter, en fait. Avant de passer le cap pour aller à la consommation, on a besoin de parler, que quelqu'un nous prenne... J'imagine peut-être que le fait de se faire entendre par quelqu'un d'autre que ses parents, ça peut être un atout. Bien sûr. Bien sûr. Souvent, on a peur des parents. Oui. On n'a pas envie de parler aux parents. Voilà, c'est là la formation des parents devient importante parce que si nos enfants commencent à avoir peur de nous, il y a un problème. Et je l'ai dit dans l'un des principes de mon dernier livre que la maladie la plus dangereuse qui pourrait arriver à un parent, c'est l'amnésie parentale. C'est-à-dire? La maladie la plus dangereuse qui pourrait arriver à un parent, c'est l'amnésie parentale. Vous savez, très souvent, on se comporte avec nos enfants comme si on n'était pas fait. Oui. Vous voyez. Oui, Et l'idée, c'est qu'on a oublié que nous-mêmes... premier de la classe. Voilà, on a sauté les clôtures, on a séché les cours, on ne voulait pas partir à l'école. Vous voyez, donc aujourd'hui, en fait, quand on commence à penser à ça, on devient humble. Oui. Et on commence à accepter, on commence à écouter, accepter d'écouter. L'enfant d'abord, même quand il dit des conneries, il y a un autre principe qui peut nous aider. Tout enfant qui a un comportement inapproprié, il donne le signal qu'il ne se porte pas bien. Donc, s'il a fait une gaffe, est-ce qu'il comprend pour ce qu'il a fait? Déjà, la chose que vous devez savoir, c'est qu'il est désolé. Il est carrément désolé. Souvent, ça nous fait mal. Comment? Qu'ils le disent ou pas. Qu'ils le disent ou pas. Souvent, quand l'enfant il a eu un 0, on dit, mais toi, à longueur de journée, mais attends, toi, t'es 0 là. Mais vraiment, mais il sait. Est-ce que vous savez comment il s'est levé en classe pour aller chercher son 0? Oui. C'est humiliant et ça fait mal. C'est vrai. Vous voyez, donc souvent quand on commence à repenser à tout ça, ça nous permet d'être humble et d'écouter véritablement l'enfant quand il parle. Au-delà de la prévention, disons que j'ai un enfant et qu'il est déjà drogué. Alors, je ne vais pas parler de niveau d'addiction, mais disons qu'il est dans le cycle de la consommation depuis un petit moment. Quelles étapes suivre à partir du moment où on détecte le problème? Pour un parent, qu'est-ce qu'il faut faire? D'accord, belle question. La première chose, c'est déjà écouter l'enfant pour identifier ce qui l'a amené à prendre. Parce qu'on peut faire directement la désintoxication, mais si on n'a pas trouvé le pourquoi, on se fatigue. On va le désintoxiquer, mais il va retourner. Vous savez, donc d'abord, il faut parler avec l'enfant, il faut un dialogue pédagogique dans notre jargon, pour l'écouter, pour parler avec lui, pour le rassurer déjà que, écoute, tu n'es pas le seul. Il y a plein de personnes qui se droguent, mais qui sont en train de passer à un niveau de changement. Ça le rassure. Donc il faut éviter l'humiliation. L'humiliation, carrément. Parce que c'est justement ça qui fait qu'il n'arrive pas à dire qu'il se drogue. Parce qu'il a peur d'être jugé, etc. Est-ce que ce genre de séance de cabinet, là, il y en a beaucoup en Côte d'Ivoire? Pas vraiment. C'est ça le problème. Pas vraiment. Aujourd'hui, on a la Croix-Bleue qui le fait, on a d'autres structures privées qui le font. Mais du coup, quelles sont les techniques qu'on peut appliquer dès le bas âge? Parce que je sais que souvent, c'est parce qu'il y a une énergie des enfants qui n'est pas canalisée qu'ils mettent vers des choses qui sont plus ou moins vicieuses. Dès le bas âge, quelles sont les techniques qui peuvent permettre à l'enfant de pouvoir justement orienter cette énergie vers des choses positives qui leur permettraient justement de parer à cela? Déjà, vous savez, les enfants sont des génies. Vous savez, il est prouvé aujourd'hui avec la neuroscience qu'un bébé qui naît, son cerveau est plus puissant que le dernier ordinateur dernière génération qui existe. Ça, c'est prouvé scientifiquement. Mais ce qui fait que justement l'enfant n'arrive pas à mettre ça en activité, c'est que nous-mêmes, on pense qu'il n'est pas intelligent. Ouais, c'est ça. Donc que ça soit dans ce qu'on lui confie comme responsabilité, dans ce qu'on lui dit, en fait, on le voit tout petit, en fait. Vous voyez? Aujourd'hui, si on comprend que nos enfants sont des génies, ils sont hyper brillants, cela va nous permettre de leur donner plus de responsabilités. Par exemple, à la maison, moi, ce que j'aime faire de façon très simple, je dis aux parents, chaque mois, vous faites des courses. Pourquoi vous ne confiez pas ça à vos enfants? Même s'ils sont tout petits, on part avec eux au supermarché. Il a la liste. À un moment, on doit prendre 10 savons ici. On doit prendre Omo. On doit prendre Javel. Ça lui responsabilise. D'accord? Et ça l'amène à s'engager de plus en plus dans la vie de la famille. Et c'est là que commence la connexion entre lui et nous. Je vais revenir sur ma question parce qu'on a dit qu'il faut des séances de discussion avec les enfants. Mais après, il y a la désintoxication. Ensuite, il y a la désintoxication, donc elle est carrément médicale. D'accord. Voilà, parce qu'il a consommé, ça se trouve dans son sang, il faut déjà évacuer ça. L'autre chose, dans la troisième étape, après la désintoxication, c'est de l'aider à se réinsérer. Donc, si c'était un élève, il faut essayer de voir comment il reprend les cours. Est-ce que d'abord, il a toutes les capacités? Si son âge est avancé, comment il apprend un métier?
d'accord, de façon pratique. Mais tout ça, c'est une démarche dans laquelle il a besoin d'être accompagné. Et vous savez, aujourd'hui, avec la drogue, quand ils sont dehors, ils s'aiment. Ils s'aiment énormément. Vous ne pouvez pas imaginer le degré d'amour qu'il y a dans Tiens mon cra. Ouais. Vous ne pouvez pas imaginer. Donc, l'idée, c'est s'aiment entre eux, en fait. Ils s'aiment, l'amour. Le groupe s'aime. Oui. Quand ils sont dehors, il y a quand même une connexion entre eux. Oui, Donc, oui. on ne comprend pas le niveau d'amour qui existe dans Tiens mon cra, en fait. Ouais. Ah, donc entre Eux. Donc, généralement, lorsque l'enfant est en train de faire la désintoxication, il faut pouvoir produire ce même milieu-là à la maison. D'appartenance et Donc, d'amour. d'appartenance. Donc, il faut que l'enfant il se sente aimé, ne se sente pas jugé, parce que d'ailleurs, on ne les juge pas. Ouais. D'ailleurs, on C'est leur ça. montre qu'ils sont en train de faire la bonne chose. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a combien de personnes que vous avez pu enlever de... Moi, j'ai commencé l'an passé. D'accord. J'ai commencé l'an passé à les accompagner parce qu'avec le coaching éducatif, on a compris un moment que si on ne réglait pas ça, c'était inutile de venir apprendre un enfant à être autonome dans son apprentissage. Donc moi, aujourd'hui, sur 23 enfants, on a pu aider 12. 12 et les autres, on continue quand même de les accompagner. Comment éviter la récidive, surtout quand on sait que maintenant la drogue existe dans le milieu scolaire? Disons que mon enfant s'est drogué, j'ai réussi à le désintoxiquer, disons qu'on a réussi à le faire sortir de ça mentalement et physiquement. Mais j'ai peur peut-être de le laisser repartir à l'école, parce qu'après, s'il repart à l'école, il sera retenté. Enfin, ça peut être un cycle infernal, finalement. Non, c'est pourquoi je dis au départ, il faut identifier le pourquoi. Ouais. Parce que c'est le pourquoi qui va nous permettre de savoir exactement pourquoi il est... comment il s'est Voilà, donc par exemple, quelqu'un qui s'ennuie en classe, c'est dit qu'il n'est pas à la bonne position. Il faut simplement faire un test psychométrique qui va nous permettre de pouvoir connaître son orientation. Peut-être qu'il devait être au technique, mais vous savez, quand il fait quelque chose qui lui plaît, généralement, il reste là-dedans. Oui. D'accord. Parce que la plupart de tous, quand ils disent en réalité être inspiré, le truc, c'est qu'ils cherchent à déclencher ce qu'on appelle l'endorphine. Et toutes les drogues, quand tu prends, c'est un stimulant, ça déclenche l'endorphine, tu te sens bien. C'est ce qu'ils cherchent. Or, il y a des activités qu'on peut faire de façon naturelle qui peuvent déclencher. Donc, dans le cas d'être inspiré, si c'est parce qu'il voulait être inspiré qu'il a touché, effectivement, il faut qu'on lui trouve une activité qui va déclencher cette endorphine. Et en ce moment, il pourra lui-même, puisqu'il ressent la même sensation, il pourra vraiment se prendre en charge. Et ça, je pense que ça, c'est pour les actifs et pour les passifs. Les enfants du primaire, par exemple, qui prennent la drogue tous les jours avec le jus, là. Lui, il ne sait pas, mais il est en train d'être dépendant. Donc, s'il a commencé au CP1, d'ici le CM1, là, il est addict. Il fait comment? Le gars, il ne sait même pas pourquoi, en fait. Il ne sait même pas ce qu'il prend. Bien sûr, c'est là la grande responsabilité des parents. Vous savez, aujourd'hui, quand je fais les formations dans les écoles, j'ai dit, par exemple, les parents sont les premiers partenaires de l'école. Et aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'école des parents que j'ai instituée, ça fait maintenant 4 ans, dans les écoles, où on reçoit les parents pour parler des problèmes qu'ils rencontrent avec les enfants. Et à ces parents-là, je leur dis, par exemple, c'est à vous d'ascerner le milieu d'apprentissage de vos enfants. Donc déjà, on peut en tant que comité de parents, on peut déjà décider que, écoutez, chaque semaine, il y a quelqu'un qui va passer vérifier ce qui s'est fait à l'école, ce que les enfants mangent, etc. Les petits marchés, qu'ils soient à l'intérieur de l'école. Par exemple, un enfant dont le parent n'est pas encore venu, on ne le laisse pas sortir. Donc, je pense que c'est des petits trucs comme ça qu'on peut faire pour déjà éviter, si, bien entendu, aux alentours de l'école, il y a des gens qui ne sont pas très intéressants, qui commencent à leur vendre des choses. Dans quel cas de figure est-ce que vous recommandez un accompagnement psychologique avec un expert du style psychologue ou... Bien sûr. D'accord. Bien sûr. C'est souvent le cas? Oui, souvent le cas. Et c'est vraiment un accompagnement et du parent et de l'enfant. Ah, c'est-à-dire que le parent doit aussi être en thérapie? Obligatoirement, parce qu'il ne comprend pas effectivement ce qui se passe. Il faut déjà qu'il comprenne, ça c'est un. De deux, il faut qu'il comprenne qu'il ne doit pas être fâché. Parce que c'est généralement ça. On a l'impression que l'enfant il est venu nous faire du mal. Or, quand le parent il comprend que, écoute, il y a certaines choses que lui-même il n'a pas pu maîtriser, qui a amené l'enfant, ça lui permet d'être plus... Mais concernant donc cet accompagnement, pour des parents qui malheureusement n'ont pas les moyens de pouvoir accompagner ces enfants, parce que beaucoup d'enfants aujourd'hui, qu'on se le dise, ils ont des bourses, c'est pas tout le monde qui est au privé, et la plupart des cas sont des cas quand même dans le public, que ce soit dans le public, dans le privé, hein, mais aussi dans le public. Donc pour ces parents-là, comment ils doivent faire? Est-ce que vous accompagnez, enfin vous adaptez en fonction des budgets, ou est-ce qu'il y a d'autres structures sur lesquelles ils pourraient compter? Aujourd'hui, il y a la Croix-Bleue qui fait un très bon travail. D'accord. Avec
le responsable de la Croix-Bleue. Il fait de la sensibilisation. Nous, aujourd'hui, on sait que la désintoxication, c'est difficile, ça prend du temps, ça prend de l'énergie et de l'expertise. Raison pour laquelle, donc, nous, aujourd'hui, en tant que cabinet, on a mis en place une ONG, l'EMI, qui est là en ce moment fait une grande caravane dans les lycées, dans les collèges, pour déjà sensibiliser. C'est déjà ça. C'est pas payant, c'est gratuit. On essaie de mettre en place des clubs pour véritablement permettre aux enfants de comprendre. Maintenant, ceux qui sont déclarés, voilà, il faut qu'on les conduise rapidement vers la Croix-Bleue, qui on pense qu'avec un petit budget peut s'en sortir. Merci beaucoup, Fréjus. Franchement, je pense que vous avez répondu à toutes nos préoccupations. Là, on est plus éclairés. Et on espère que nos parents, depuis chez eux, ils ont bien pris note, ils ont bien compris les établissements aussi, parce que ça, c'est un phénomène qui est très, très grave. On se retrouve, chers téléspectateurs, tout juste après la pub. À tout de suite. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans la troisième partie de cette édition des Femmes d'ici, votre émission préférée sur NCI. Alors je vous rappelle que vous pouvez nous regarder tous les jours du lundi au vendredi dès 13h05 sur les chaînes de différents bouquets. Le bouquet Canal 204, 778 sur Star Times et la 4 sur la TNT. Et puis sans transition, je passe la parole à Aurélie. Et oui, alors je vais aussi passer la parole dans quelques secondes à Dija qui va, dans la Minute Culture, nous parler de vernissage et l'art de se socialiser. Elle nous en dit plus tout de suite. Spotlight. Yes. Oh yeah. Alors oui, les filles, j'ai pris l'habitude de vous dire de participer au vernissage et autres expositions parce que ça permet de renforcer la culture générale. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre aspect. Donc, pourquoi il faut aller dans des expositions? Ça, il y a beaucoup de personnes qui sont très timides, qui ont du mal à faire des rencontres professionnelles parfois. Non, je ne suis pas timide, je suis introvertie, c'est pareil. Voilà. Autant pour moi. Donc, beaucoup de personnes ont du mal à aller vers les autres. Eh bien, ces lieux-là sont des lieux de rencontre par excellence. On peut rencontrer tout type de profils, des hommes politiques, des personnalités publiques comme vous, mesdames. C'est-à-dire qu'à la fin de cette saison des Femmes d'ici, moi, je ne suis pas devenue une adepte de l'art. C'est vraiment... C'est un complot. Pour ces personnes-là, moi je sais qu'en tant qu'introvertie, avec mes amis il y a quelques années, ils me faisaient des challenges. Donc on partait à des soirées et on me disait, toi aujourd'hui tu dois parler avec 3 personnes. Bon, j'ai jamais réussi parce que j'ai beaucoup de mal à aller vers les gens. Donc, c'est un challenge qu'on peut se donner à soi-même. Je participe peut-être à 3 vernissages dans le mois ou dans l'année, histoire de rencontrer 2-3 personnes. On ne sait jamais où est-ce qu'on peut avoir un bon contact. Ah, vous l'a dit une fois ici dans sa chronique, le réseautage, c'est très, très, très important. Et une bonne façon de réseauter, de se créer un réseau, c'est donc de participer aux soirées mondaines. Je sais que beaucoup de personnes n'apprécient pas, mais je vous garantis qu'il peut y avoir vous pouvez rencontrer l'homme de votre vie. Exactement. Et oui. Exactement, l'homme de votre vie ou tisser des relations professionnelles très importantes. Ouais. Donc voilà, maintenant que j'espère, je vous ai dit pourquoi est-ce que c'est important de participer au vernissage, je vais vous parler d'un vernissage et d'une exposition qui débute demain, donc à partir de demain jusqu'au 3 avril, il y aura l'exposition du peintre Alia. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer. Il a des œuvres absolument magnifiques et il peint sur du wax. Ça, c'est sa particularité. Donc, le fond de ces toiles, c'est du wax. Wow. D'accord. Et, voilà. Il faut faire le détour. C'est à l'hôtel Tiama. Et le vernissage aura lieu donc demain, de 18h à 22h. Donc, après le boulot, petit after work, avant de rentrer à la maison, ça ne vous fera pas de mal. Et puis, pour terminer, pour les amoureux de nature, ils sont donc conviés au Cultural Green Trip, organisé par Ivoire Trip International, qui aura lieu ce samedi 13 pour découvrir la réserve naturelle d'Alia Fleurs située à Abata. Donc, il y a une réserve de fleurs absolument magnifique à Abata. Et donc, eux, ils ont pris sur eux de faire découvrir ça aux Ivoiriens. Est-ce que c'est pas génial? Ah, c'est génial, ça. Donc voilà, il y a un bon programme qui a été concocté. Il y aura de la randonnée, une exposition artistique, du body painting, que moi j'aime beaucoup. Body painting. Oui. C'est-à-dire on peint ton corps. Je sais ce que c'est, mais ça veut dire que tu es en petite tenue ou comment ça se passe? Il y aura des modèles. C'est pas sur toi, il y aura des modèles. Moi, c'est comme ça que je fais c'est ça. Et là, tu dis petite tenue. Non, tu es nue en fait. Non, c'est pour ne pas dire nue. Oui, c'est ça. Mais il y aura des modèles, donc ça ne sera pas sur vous. Ah, d'accord. En fait, ça va être... Donc les filles sont là comme ça et puis on peint sur elles. Oui, exactement. D'accord. Et puis il y aura de la bouffe 100% locale, donc 100% ivoirienne. Bon, si c'est ça, je vais partir. Beau flotto. Moi, j'aime la nourriture. Les autres arguments, ça n'avait pas marché. Non, ça a marché un peu, mais là...
Là, c'est motivant. Et puis, on ne sait jamais, peut-être que pour le goûter, vous aurez gnomi à lait. Yo Je dis ça, Julien. Tu m'as tué, Didier, franchement. Juste pour nous rappeler, parce qu'on a une mémoire courte, en tout cas c'est mon cas, le vernissage c'est à quelle heure? C'est de 18h à 22h, donc demain, vendredi. À l'hôtel Siama. À l'hôtel Siama. Et la randonnée, c'est le samedi. Donc un bon programme pour le week-end. Ah, c'est top. Hein. Non, mais je vais essayer. Pour ce qui me concerne, je vais me reposer parce que je suis fatiguée. Mais ah non, tu vas pas? Je vous conseille d'y aller. Mais toi, elle va dans toutes les... Non, mais là, elle y va pas, t'as vu? Ah, pour la non, mais là, première je suis fatiguée. Hey, dis ciao. Donc, tu recommandes, écoute, si on y Je va, recommande, allez-y et venez me dire comment c'était. Voilà. Je vous envoie, allez, et vous venez me dire comment c'était. Voilà. D'accord, ça marche. Merci T'as été beaucoup. un vernissage récemment ou pas? Enfin, même pas récemment, oublie récemment. Je ne sais pas si vous m'autorisez aussi. Je crois que samedi aussi, il y a aussi un événement qui est organisé par notre ami et collègue. Oui, s'il vous plaît. Il faudrait y aller absolument. Je crois que c'est... Alors, c'est un thème, en tout cas, c'est une conférence. Des leadership, du leadership Conférence féminin. des femmes sur le leadership féminin. C'est au Sofitel à 13h. Moi, j'y serai. Vous y serez. Même si toi, tu n'y vas pas, mais on va quand même te tirer du lit. On va faire un petit tour. Venez tous, c'est vraiment intéressant parce que ce sera... Mais il faut qu'on fasse un truc où on va aller à un vernissage ensemble. Ouais. Exactement. Moi, vous allez nous tirer un peu, nous autres là, vous allez nous tirer un peu pour on va partir. faire ça. Sinon, si c'est Non, moi franchement, seule, là. c'est vraiment agréable. Pour le coup, je te rejoins complètement. Moi, Tu quand peux je rencontrer des sors- personnes intéressantes. Si, je suis d'accord. Hein. Non, c'est vraiment bien. En général, quand je sors d'une galerie, je suis comme une petite, comme un enfant. Je suis trop contente, tu vois. Et puis, si jamais t'es pas encore convaincu, t'es pas complètement convaincu par l'art, parce que ça, c'est tellement subjectif, on en a parlé plusieurs fois sur l'émission, on peut apprécier ou ne pas apprécier. Tu peux passer un bon moment, tu peux discuter avec l'artiste, parce qu'il sera sur place, hein, si je me trompe pas, c'est ça. Donc, peut-être que ça te permettra de mieux comprendre son objectif, son agenda, ce qu'il y a derrière, et aussi rencontrer des personnes intéressantes. Je pense que parfois, les toiles sont... On interprète une toile en fonction de sa sensibilité. Donc, l'exercice qui est très bon à faire aussi, c'est de regarder la toile et d'essayer de se demander qu'est-ce que l'artiste essaie de me communiquer comme information, en fait. Et ça, c'est un exercice qui marche très bien. Merci beaucoup. Merci Didia, c'est gentil. On a beaucoup appris, comme d'habitude. Surtout, ne bougez pas. On se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie de l'émission. À tout de suite. Et c'est le retour sur le plateau des Femmes d'ici. C'est la dernière partie de l'émission. Et nous sommes dans notre laboratoire pour la rubrique Sans tabou. À tout de suite. Alors, les filles, vous êtes prêtes pour le Sans tabou? Allez, comme d'hab, toujours. Sans tabou. Bon, la question du jour. Non, là, la question est un peu... Elle est un peu ça. Voilà, c'est ça. Pourriez-vous accepter l'enfant adultérin de votre époux? Ou épouse, mais comme on est des femmes, on va dire époux. Ça veut dire que ton mari, il est avec toi. Non, bah, je vais bien expliquer. Ton mari, il est avec toi. Faut bien l'expliquer, s'il te plaît. Vous êtes ensemble, vous êtes peut-être mariés. Et puis, Vous êtes mariés. Il te trompe jusqu'à... Il s'en va faire enfant dehors. Et puis, il envoie l'enfant à la maison pour dire, madame, tiens, il faut l'élever. Est-ce que vous pourriez faire ça? Il dit pardon, mais voilà, mon enfant. Voilà, mon enfant est là. Il dit pardon. Maintenant, on a fait un sondage, comme tous les jours, on a essayé d'avoir un peu l'avis des autres. Et il y a 43% de personnes qui ont répondu non, ils ne peuvent pas du tout accepter l'enfant adultérin d'un conjoint. Et 57% de personnes ont répondu oui. Ça veut dire plus de la moitié quand même. Ouais. Alors, vous, En fait, je pense que c'est traditionnel chez nous ici. Voilà, le mari va, il fait les enfants, il ramène, on éduque, et puis ça roule, quoi. Ça dérange personne. Moi, c'est non. Ouais. C'est non pour deux raisons. La première raison, c'est que j'ai pas envie de voir le fruit de ton infidélité tous les jours, en fait. Et je pense que comment je vais dire ça, inconsciemment, je vais peut-être mal me comporter avec l'enfant qui n'a rien demandé, qui est innocent dans l'histoire. Et la deuxième raison, je pense qu'on ne peut pas juste prendre un enfant à sa maman. Moi, en tant que maman, je ne vais pas accepter que mon enfant grandisse loin de moi. Donc, je ne vais pas accepter. Mais accepter, ça ne veut pas forcément dire que c'est toi qui l'élèves, non? Accepter, oui, c'est ça, en fait. Il vient sous ton toit, donc tu l'élèves. C'est toi qui l'élèves. Tu lui donnes l'éducation. Oui, mais même accepter, non? Ça ne veut pas juste dire aussi... Enfin, c'est-à-dire que même s'il ne vit pas chez toi 24/24, mais quand même, tu sais que c'est l'enfant de ton mari. Et donc, du coup, tu lui dois quand même une certaine... Enfin, tu dois être là, présent pour cette personne-là, même si c'est que les week-ends. Enfin, toi, tu n'as aucune acceptation ou je parle juste de l'acceptation sous ton toit? Non, sous mon toit, c'est non. D'accord. Après, Et au-delà du toit. l'enfant est déjà là. Donc, contre ça, je ne peux plus rien faire. Mais l'enfant ne... Tu vois, moi, je suis plus radicale. C'est sous mon toit. C'est pas sous mon toit. C'est chez elle, c'est chez moi. C'est pareil.
Tu ne veux pas. Non, c'est pas que... En fait, ce que je dis, c'est pas ça. Je dis pas que je n'accepte pas l'enfant, parce qu'en fait, comme tu l'as très bien dit, c'est pas la faute de l'enfant. Enfin, il n'est pas né, il n'a pas choisi. Il n'a pas choisi de naître dans ces conditions-là. Mais, en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que si jamais t'as commis une infidélité et c'est allé jusqu'au point de rendre d'avoir un bébé, en fait, c'est fini, en fait. C'est terminé entre vous. Ouais. Tu t'en vas, même si tu as 50 ans et que tu as 5 enfants avec le monsieur. Non, mais attends, on parle pas de moi. J'ai pas 5 ans. C'est pour ça que... C'est ça, en fait, c'est à ça que je viens. Il y a deux cas. Si vous êtes un couple jeune et que vous venez de vous marier, même si tu viens d'avoir un enfant, etc., c'est difficile à ce moment-là d'accepter cette infidélité, cet enfant-là aussi. Mais quand vous... Parce que je parle avec beaucoup aujourd'hui de recul, sachant que je connais des familles qui sont très proches, des gens autour de moi, d'amis même, qui sont dans ce cas-là et dont la femme a accepté en fait l'enfant. Mais aujourd'hui, comme tu disais tout à l'heure, en fait, on est dans une société où la femme se dit quoi ? Je suis mariée, j'ai un certain âge, j'ai eu déjà des enfants avec ce monsieur. Quel est l'intérêt pour moi de le quitter et donner même, et souvent c'est la femme, même l'orgueil de la femme qui dit quel est l'intérêt pour moi de donner justement l'occasion à l'autre qui a eu un enfant de venir prendre ma place. Donc il y a plein de situations comme ça et malheureusement, comme on dit, les hommes de notre pays, là, vraiment, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font, mais... C'est ça le problème. Et c'est là... C'est comme ça que tu ouvres la porte. Non, ça c'est quand tu es jeune, tu as le droit de te quitter. Mais personnellement, moi je me dis effectivement, quand tu es peut-être plus jeune et tout, mais même pas jeune en fait. À partir du moment où tu es autonome, là, même si tu as 50 ans, tu as 60 ans, tu peux partir quand tu veux. 50 ans, tu peux peut-être te Maintenant, le truc c'est que moi, je pourrais accepter, la seule condition à laquelle peut-être je pourrais accepter l'enfant, c'est si la maman est décédée, par exemple. Je touche du bois. Si la maman est décédée, vraiment, l'enfant, il est tout seul et tout ça, là, je peux accepter et je vais vraiment bien me comporter avec lui comme si c'était. Mais quand la maman est en vie et qu'à tout moment, elle va... Parce que les mamans, elles ont tendance à monter les enfants. Donc, elle va tout faire pour essayer de monter l'enfant, pour gâter les choses dans notre truc là-bas. En fait. Donc, c'est hors de question. Si le monsieur a des enfants avant moi, c'est normal. Là, il n'y a pas de problème. Mais pendant qu'on est ensemble, tu me trompes juste quand tu t'en fais enfant puis tu le ramènes. Are you serious? Moi, c'est ça que je dis. En fait, déjà, il y a une trahison qui est là. Oui. Tu la vis. Il faut déjà accepter, pardonner. Ça, c'est une première étape. C'est une chose. Mais disons que tu l'as fait pour X ou Y raison, tu as fini par pardonner, accepter. Le fait d'avoir le petit, même si le petit n'a rien demandé, le petit ou la petite, c'est vrai que, comme tu l'as dit, il y a toujours une mère qui est là, à moins qu'elle ne soit plus. Il va y avoir des influences extérieures. Ça peut polluer votre relation, qui est déjà peut-être un peu impactée par tout ça. Et surtout si elle a du zèle. En fait, ça me semble une grande pagaille. En fait, c'est compliqué. C'est la pagaille. C'est vraiment la pagaille. Mais vous savez, c'est des situations qui arrivent tous les jours parce que les hommes aujourd'hui, en Afrique, surtout, on va dire en Afrique, ils ont un deuxième bureau, comme on en parlait. Ouais. Ils ont un deuxième bureau. Souvent même, c'est la deuxième femme. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? L'idée, c'est de rassembler. L'idée, c'est de rassembler. Si c'est la deuxième femme, elle a son foyer. Voilà. Ça, c'est pas pareil. Ça, c'est pas pareil. Et en plus, c'est pas pareil parce que c'est la polygamie. Peut-être que tu es au courant, après. Tu sais de l'existence de la même chose. Il y a des hommes, là. Ils ont fait 3 de l'autre côté. Même peut-être la femme même principale, c'est pas. Et puis, il vient jouer les enfants. Voici mes enfants. Parce que tu as menti. Oui, mais qu'est-ce que tu fais? Tu divorces pour autant? Tu divorces pour autant ou tu divorces pas? Oui. Bah si, pourquoi pas? Perso, oui. C'est dur, mais... C'est dur, hein? C'est dur, mais... Bon, encore une fois, parce que tu sais, on parle un peu comme ça, hypothétiquement. Après, il y a aussi... Dans le cas de figure, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Il faut aller même dans... Juridiquement parlant, quand tu es marié, tu es protégé aussi juridiquement, même par rapport à une question... Enfin, je vais très, très loin, c'est vrai. Mais une question même de succession, etc., etc. Oui, tu divorces... L'adultère, c'est lui qui est en faute. Oui, c'est vrai. Mais même quand il est en faute, les enfants ont tous les mêmes droits. Les enfants ont les mêmes droits. Donc, je ne dis pas forcément un enfant adultérin, un enfant adultérin et un enfant qui est marié. Oui, ils ont les mêmes droits. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, un enfant adultérin et un enfant qui est marié ont les mêmes droits. Parce qu'on estime que l'enfant a été conçu côté succession, voilà, côté succession, il n'y a pas de problème. Mais c'est même pas succession le problème. C'est-à-dire que l'argent, ça, c'est rien même. Les enfants, là, ils n'ont qu'à se partager l'argent du monsieur. C'est pas ça le problème. Mais le problème, c'est la paix dans le foyer. Moi, c'est ça mon problème. C'est-à-dire que si la femme, c'est sûr que soit elle n'est pas là, elle est décédée, elle ne va pas venir m'emmerder ou polluer l'enfant, il n'y a pas de souci, je peux le prendre. Je vais peut-être ton truc fait par là jusqu'à... Mais si elle est en vie et que déjà même... de son enfant, c'est tout. Bon, qu'elle s'occupe de son enfant? Et puis le monsieur... Non, parce que le problème, c'est quoi? C'est que dans ce que tu dis, je ressens que, bon, elle va s'occuper, donc le monsieur va toujours continuer à aller. Mais même si l'enfant est chez toi, il peut continuer à aller la voir?
Même De si toute tu façon, il va continuer. S'il y a eu un enfant, Moi, je pense s'il y a eu un enfant, il va forcément. Ok, bon, bah d'accord, je tolère, c'est bon, il a qu'à venir à la maison. Il va encore faire. Il va faire deuxième. En fait, c'est tout. Cherchez pas. C'est vrai, c'est Moi, vrai. ça, Quand non, tu vas voilà. accepter, il va faire deuxième. Moi, je connais Intransigeant une dame là-dessus. comme ça. Finalement, son enfant a 3 enfants. 3 ou 4. Pardon, son mari a 3 enfants de mères différentes. Et c'est la femme qui les élève. hein. Là, franchement, Et pourquoi tu là, vas c'est élever pas l'enfant normal. d'autrui Je sais pas, d'autres la femmes. femme- Et les autres femmes, elles sont où? Non, Les lui, autres c'est mères. juste des choses qu'il fait comme ça. il- Lui, c'est pas il des ramène. aventures C'est la femme amoureuses qui et tout. accouche. Pourquoi la femme garde pas son enfant même? Ah, je sais même pas. De base. Bon, en tout cas, nous, on est obligés de terminer, mais en même temps, je retourne la dur, question, parce que nous, étant des femmes, on ne peut pas répondre à la place des hommes, mais je retourne la question, vous les hommes, si vous avez votre femme, que vous aimez de tout votre cœur, mais malheureusement, elle vous a trompé, malheureusement, elle vous a trompé, elle n'a pas fait exprès, vous savez, le foyer, c'est difficile. Attendez, les filles, le foyer, c'est difficile, c'est dur, il faut attraper ton cœur, et puis tu vas la C'est tout, supporter. surtout là. Voilà, quand c'est comme ça, tu fais comme un monsieur. Donc, c'est sur ça qu'on va terminer notre émission. Je vous embrasse très fort et à demain. J'adore. Le foyer, là, c'est dur. Quelque chose dont on appelle feu.